Hello? Halloween, c'est l'histoire d'un tueur psychopathe qui s'échappe d'un hôpital psychiatrique et qui va terroriser un groupe de jeunes le soir d'Halloween. Alors Charles, c'est réalisé par qui? Par l'un des grands réalisateurs américains de ce cinéma d'horreur, d'épouvante. On l'appelle Big John, c'est John Carpenter, et c'est son 3e film. Il avait commencé avec L'Étoile Noire de Dark Star, presque un film d'études, fin d'études, oui. Puis marquera déjà avec Assaut, qui est un remake à peine déguisé, mais remarquablement fait, du Rio Bravo de Howard Hawks, donc le western passe au polar, et puis ensuite il fera cette Nuit des masques, qui, je pense que tu seras d'accord avec moi, est son film le plus connu, son film le plus célèbre, mais pas son meilleur. Non, c'est pas son meilleur, et pourtant c'est aussi son film le plus rentable. Ah oui, c'est l'un des... Ah oui, pour niveau rentabilité, ça a rapporté gros, c'est le gros lot, le gros lot. C'est par la suite que nous aurons ce que j'appellerais le grand Carpenter avec Fog. Peut-être son meilleur film, nous l'avons traité. Avec New York 1997, a un peu vieilli, mais il reste quand même des moments très très forts. Déjà les gueules qu'il y a, Ernest Borgnine, Lee Van Cleef, Kurt Russell, son acteur fétiche, dont il fera d'ailleurs une suite, The Thing, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui est également un remake, également de Howard Hawks, La chose d'un autre monde, très réussi, avec Kurt Russell. Donc un cinéaste qui a marqué le cinéma par l'horreur. Mais, comme dit, alors, tout d'un coup, j'allais dire presque en pleine gloire, il va s'arrêter de tourner. Il va s'arrêter de tourner, mais il ne va pas quitter le cinéma, il va coproduire ou produire des remakes de ses films. Et là, c'est la catastrophe. Bah, c'est pas sa plus grande idée. Non. Son dernier film un peu connu, Vampire, avec James Woods, pas génial. Non. Il a dû sentir lui-même peut-être qu'il n'était plus en phase avec ses sujets. En tout cas, ses productions ne sont pas bonnes. Mais il reste, avec 4-5 films, un véritable auteur. Oui. Et donc Halloween fait partie de ces 4-5 films qu'on retiendra de sa filmographie. Même si Charles, autant le dire tout de suite, Halloween, franchement, c'est pas forcément un chef-d'œuvre, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, je pense déjà que le scénario n'est pas d'une folle originalité, et j'ai l'impression qu'il n'a pas été très travaillé. Non. Et alors, ce qui a encore été moins travaillé, et pourtant ce qui est quand même le plus important dans un film, ce sont les personnages, Charles. Oui. Alors, les personnages, on a une petite révélation, la fille d'un acteur très connu. Oui, c'est Jamie Lee Curtis, donc la fille de Tony Curtis et de Janet Leigh, que Carpenter d'ailleurs dirigera avec sa fille dans Fog. Ouais, et je crois que c'est son premier film, il me semble. Je pense que c'est son premier film, et naturellement, c'est le film qui a marqué dans sa carrière. Elle fera évidemment d'autres films, elle fera même un film en France, qui est pas mal, Un homme amoureux, de Diane Curis. Elle fera évidemment d'autres films, mais c'est marquant pour ce rôle-là. Ce rôle-là, et elle est très bien. Alors, elle est bien, mais elle n'est pas mise en valeur par le rôle, donc elle peut pas montrer ses qualités, parce qu'elle joue un rôle qui est nunuche, avec des dialogues qui sont nunuches, donc elle fait... De toute façon, tous les acteurs là-dedans, ils nagent un peu, parce que les personnages sont tellement fins que... Les dialogues sont très très faibles. Je recommande d'ailleurs, et tu seras d'accord, de regarder le film en version originale. Ça n'améliore pas les dialogues qui sont mauvais en anglais aussi, mais au moins... Moi, j'ai même pas pu le voir en version originale, et franchement, en français, c'est une catastrophe. C'est mauvais, c'est un doublage qui est mauvais, pourtant avec des voix connues et qui ont prouvé leur efficacité par ailleurs. C'est pas, encore une fois, Charles, c'est pas dû à l'acteur, ou c'est pas dû à la voix qui double, c'est dû simplement à ce que les dialogues ne sont pas bons, et les personnages ne sont pas travaillés. Une incroyable platitude. Donc l'autre acteur que j'aime beaucoup et sur lequel j'aimerais dire 2-3 mots, c'est Donald Pleasence, qui est né en 1919, il nous a quittés en 1995, commencé sa carrière des seconds rôles dans les films britanniques des années 50, des rôles de général, des rôles de docteur. Il glissera petit à petit vers le fantastique au sens large du terme. J'aime beaucoup L'Impasse aux violences de John Gilling, où il est un profanateur de sépultures, Le cirque des horreurs de Sidney Hayers, où il est directeur de cirque, et il va se faire tuer assez rapidement, il est excellent. Il trouvera son meilleur rôle
à mon sens, dans le film de Roman Polanski, Cul-de-sac, qui n'est pas un film fantastique, mais qui est un film qui baigne dans une ambiance surréaliste, ambiguë, telle qu'on a l'impression d'être dans un autre monde. Alors il est totalement étonnant dans ce film. Donc cinéma, après sa carrière sera un peu en dents de scie, et il retrouvera la gloire avec ce film, La Nuit des Masques, où il a le rôle qu'aurait pu tenir les géants de la Hammer, Peter Cushing et Christopher Lee. Oui, c'est vrai qu'au départ, on avait proposé ce rôle aux deux géants du cinéma fantastique, Peter Cushing et Christopher Lee, qui l'ont refusé, et on comprend pourquoi, parce que comme dit un petit réalisateur sorti de nulle part qui veut tout de suite les deux boss, c'est un peu compliqué, mais Christopher Lee regrettera tout au long de sa carrière de ne pas avoir interprété ce rôle. Donc le film aura relancé la carrière de Plaisance, il continuera un peu dans le fantastique, j'aime beaucoup Phénoména, de Dario Argento, il a pratiquement le rôle masculin principal avec Jennifer Connelly. Le tueur de la pleine lune, qu'on connaît moins et que je recommande aussi, de Ruggero Deodato, avec Michael York, qui est un excellent film. Deviendra malade par la suite et terminera sa carrière avec un film français, film de guerre, de Pierre Schoenderfer, spécialiste des films de guerre, Dien Bien Phu, qui n'est pas très bon le film, et lui, disons, ça sent la fatigue et la maladie. En tout cas, un acteur très 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 intéressant. Si vous regardez sa filmographie, vous aurez une liste assez impressionnante, mais ce sont souvent, comme dit, les seconds rôles. Ben oui. En tout cas, moi je trouve que, personnellement, Christopher Lee et Cushing, ils ont bien fait de refuser le rôle, parce que même si c'est un film qui restera comme un des films marquants de l'histoire des films d'horreur, on voit qu'il a inspiré Scream, Vendredi 13, etc. Enfin, tout un tas de films, on sent la patte de ce Halloween. Par contre, comme dit, les personnages sont tellement faible, l'histoire est tellement faible que Charles, pour ne rien vous cacher, il y a quand même toute la partie du film où n'apparaît pas le tueur, franchement, on s'en bat un peu les steaks parce que c'est complètement inintéressant. Et on l'oublie, moi je me rappelle, j'ai vu le film en salle, quand je l'ai revu, je me souvenais de rien. Mais ça, c'est quand même très rare. Je dis bien de rien. Mais moi, j'ai vu le film hier et je me souviens plus de toute la partie où il n'y a pas le tueur. C'est une fois qu'il y a le tueur, là, on commence à s'intéresser au film. Mais alors, tout le reste, Jamie Lee Curtis à l'université, ou je sais pas quoi, mais on s'en fout totalement. Les petits bandes de jeunes avec leurs blagues. Est-ce que demain tu viens au bal? J'ai invité, mais rien à battre les steaks. Donc voilà, on peut le dire déjà, Charles, c'est un film qui a marqué l'histoire, mais alors pas du tout en tant que vraiment qualité purement film d'art. Oui, qualité d'art. Vraiment, ce qui a marqué, c'est la mise en scène et l'exploitation du tueur, où on a des fois l'impression de voir un Argento, des fois on a l'impression de voir un Vendredi 13, un Scream, enfin, on sent qu'il y a vraiment tous les ingrédients de ces films, ces slashers. Un peu de Romero aussi, il y a un peu de Romero, enfin, c'est très efficace, on a les twists à la fin avec le tueur qui meurt, qui réapparaît, qui meurt, qui réapparaît, on a cette fameuse scène où il y a le tueur qui met un drap, alors ça c'est vraiment une des plus belles scènes des films d'horreur, le tueur qui met un drap sur la tête, et puis bon voilà, c'est superbement réussi. Absolument. Alors John Carpenter fait donc partie de ces rares metteurs en scène qui composent également, pas toujours, mais très souvent, la musique de leurs films. Ça a été le cas pour Asso, notamment, qui est très réussi. Ce sera le cas pour The Fog. Est-ce que la musique de La Nuit des Masques, donc signée John Carpenter, avec un comparse qu'on cite jamais, Alan Howard, est réussi? C'est un des plus beaux thèmes de l'histoire du cinéma, tout simplement, point barre, quoi. Et pourtant, voilà, c'est 2-3 notes jouées au synthé, Mais ça, c'est toute la force de Carpenter, et ça, il nous le remontrera par la suite, c'est que ce gars, au niveau composition, c'est un génie. C'est un génie. Et même si, encore une fois, le côté amateur incroyable de ce film, il est aussi dans l'utilisation de la musique. La musique est géniale, mais elle est utilisée de façon amateur. C'est vraiment, on a le tueur qui apparaît, puis j'appuie sur la touche,
Enfin bon, bref, c'est vraiment pas du tout utilisé de manière fine. Charles, il faut savoir que au départ, le film, eh bien, c'est une proposition à Carpenter, puisque en fait, ce sont deux producteurs indépendants qui, ayant vu Assaut, ont dit, ben voilà, on te donne 3 fois le budget d'Assaut. Assaut, c'était $100 000, et tu nous fais un film qui doit faire plus peur que L'Exorciste. Et on peut dire que le challenge est réussi, puisque c'est un film qui, avec un budget initial de 320 000 €, va arriver à des sommets, alors je ne sais plus, c'est entre 50 et 70 millions de recettes au final. Ah oui, le box-office. Donc un des films les plus bankable de l'histoire du cinéma. Absolument. Est-ce qu'il était destiné au départ à ce public popcorn, ce public grands adolescents, je dirais? Oui, je pense, parce que dans l'écriture du film, on sent que voilà, on s'adresse pas aux intellectuels, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Donc oui, la cible a été trouvée, hein, pour ça le but est vraiment réussi. Mais je veux dire, au final, nous, ça nous laisse un goût d'inachevé, parce que quand on sait que ce réalisateur-là, eh bien, il avait fait avant ce film Assaut, qui est super solide au niveau des personnages. On en a parlé, Assaut. On avait dit que vraiment, on voyait 2 secondes un personnage, on savait tout de suite à qui on a affaire. C'était très solide. Il y avait des mécanismes dans l'intrigue qui étaient très solides. Enfin, vraiment, le film faisait vraiment très pro. Et là, alors, il nous fait ce film-là qui paraît vraiment totalement amateur. Alors, Charles, nous, on a une petite idée pour les raisons pour lesquelles il y a ce côté vraiment. Oui. Eh bien, on pense avec Charles que le producteur a mis peut-être une petite pression sur Carpenter en disant, voilà, je te donne 300 000 $, mais tu te manies un peu les fesses, j'ai pas trop le temps. Et quand on se manie les fesses, eh ben forcément on travaille pas ses personnages, forcément on travaille pas assez la mise en scène, l'intrigue, etc. Et vraiment ça se ressent dans le film. Oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a eu une pression du producteur et que donc on a non pas bâclé, c'est pas le mot, mais on n'a pas insisté sur les détails. C'est ce qui fait que ce scénario n'a pas été travaillé. Ben non, et ça on le retrouvera chez Carpenter, parce que tu avais parlé de vampires, c'est un peu le même problème. Oui, on sent que voilà, on veut un peu faire de l'esbrouf à la va-vite et qu'on met pas le temps pour vraiment créer une œuvre qui soit vraiment intéressante au point de vue purement filmographique. Absolument. Le grand art du cinéma, c'est l'ellipse. Oui. Est-ce que très bonne, voilà, Charles, tu fais bien d'en parler, puisque vraiment l'ellipse, c'est vraiment l'art du cinéma. Alors, pour rappeler ce que c'est qu'une ellipse, l'ellipse, c'est le fait de ne pas montrer, de cacher pour mieux voir. C'est ça qui est intéressant au cinéma, c'est que des fois, soit par manque d'argent ou soit par volonté créatrice, on choisit de suggérer. Et la suggestion est beaucoup plus puissante au cinéma que le fait de montrer, puisqu'elle attaque directement l'imaginaire. Et ça, c'est super puissant. Alors Charles, on a beaucoup d'ellipses dans Halloween. Et normalement, l'ellipse, moi, j'applaudis à deux mains. Mais là, on va comparer une scène de Spielberg avec une scène d'Halloween. Tu penses aux Dents de la Mer? Voilà, je pense aux Dents de la Mer. On a une scène à un moment où on voit le docteur Donald Pleasence qui arrive dans une maison où Michael Myers a commis son premier meurtre. Il arrive avec un policier et puis là, il tombe sur un chien qui s'est fait éventrer par le tueur. What is that? Dog. It's still warm. He got hungry. Could have been a skunk. Could have. Man wouldn't do that. This isn't a man. Oh là là, regardez ce chien, il vient de se faire éventrer, c'est horrible, etc. On n'a aucun contre-champ sur le chien. Oui. Alors pourquoi pas, et ça, cette technique-là, Spielberg l'avait déjà utilisée dans Les Dents de la Mer, où à un moment, pareil, il y a un flic qui vient, il découvre un cadavre d'une femme sur la plage qui s'est fait manger par un requin. Oh là là, c'est horrible, la femme s'est fait manger par un requin. Mais là, on a quand même un contre-champ où on voit une espèce de main de la femme avec un crabe qui marche dessus, et c'est super efficace. Mais malheureusement, dans Halloween, on n'a aucun contre-champ. Donc ils disent « Oh là là, c'est horrible ce chien, oh là là, c'est... » Bon, allez, venez, on monte, tac, et ils partent, quoi. Donc là, l'ellipse, au contraire, dessert le film et fait plus faucher qu'autre chose. Absolument. Le chef-d'œuvre absolu au niveau de l'ellipse au cinéma, je pense que tu seras d'accord, c'est M le Maudit de Fritz Lang. Bien entendu. Du hast aber einen schönen Ball. Wie heißt du denn?
Donc on a été, finalement, on a été assez critique vis-à-vis de la Nuit des Masques. Halloween. La Nuit des Masques, c'était le titre français au départ, puisque Halloween n'était pas très connu. Maintenant, on le cite sous son titre original. Alors, c'est pas un mauvais film. Non, c'est pas un mauvais film. Mais c'est un film qui... C'est un film qui est marquant dans le fait qu'il a créé, je veux dire, le dernier Halloween, il est sorti cette année, en 2022. Oui. C'est il y en a toute une collection. Quoi. Il y en a pratiquement autant que les Vendredis 13. Hein. Oui, donc c'est ce concept du tueur masqué avec cette séquence incroyable où il rentre dans la chambre avec le drap sur la tête. Voilà, ça c'est une séquence marquante dans l'histoire des films d'horreur. Il a inventé ce concept du tueur masqué qui, effectivement, à lui tout seul, mérite qu'on parle de ce film, qu'on reconnaisse ce film. Mais il faut aussi dire les points de vue négatifs, c'est que, comme dit, tout le reste du film, on s'en fout totalement, c'est pas travaillé, ça n'a aucun intérêt. Et on n'est pas concerné. On se sent pas concerné. Et ça, c'est important. Ne pas être concerné dans un film, parce qu'on peut être concerné par n'importe quoi. On peut être concerné par des hommes préhistoriques. Les histoires de Jamie Lee Curtis, boutonneuse, là, qui va au bal avec ses copines, là, on s'en bat les steaks, quoi, totalement. Donc, complètement. Donc, un film à voir, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu. Un film à voir, et si vous voulez gagner du temps, eh bien, allez directement dans la dernière demi-heure, regardez le petit début, là, quand ils vont chercher le tueur à l'hôpital psychiatrique, c'est pas mal, voilà, c'est sympa. Et puis, surtout la fin, là, ça devient intéressant. Le tueur entre en marche, et là, le film vaut le coup. En tout cas, voilà, donc, John Carpenter reste, pour nous, l'un des très grands. Bien sûr. Il y a George Romero, il y a Wes Craven, il y a Tobe Hooper, une belle liste. Charles, on n'arrête pas de parler toujours des mêmes. Il y a toujours Fulci, Romero, Deodato, les Italiens, les Américains, voilà. Et Carpenter, bien sûr, fait partie de cette famille des grands. Quand le français? Le français, on l'attend toujours, on l'attend toujours. Et je crois qu'on l'attendra encore longtemps. Oui, malheureusement, les Français n'ont pas marqué le cinéma fantastique, malheureusement. Bon, il y a Les Yeux sans visage, il y a quelques petites perles, mais bon, le réalisateur, on l'attend toujours. Oui, parce que Les Yeux sans visage, c'est un film. Qui est remarquable, effectivement. Belle Halloween, c'est passé, mais ça fait rien. Portez-vous bien.